Jean-Baptiste, donc je dis agent au Parc naturel régional de la Corse et en l'occurrence au service éducation et environnement du Parc régional. J'ai fait le choix, on m'a demandé d'intervenir principalement sur l'éducation et l'environnement, c'est-à-dire les actions liées en direction des scolaires principalement, mais pas que des scolaires, hein, de tout public mais principalement des enfants. Pour autant, j'ai quand même choisi assez rapidement, je vais essayer d'être bref, de vous présenter le parc lui-même rapidement, parce que c'est vrai que, encore récemment, j'en ai fait expérience, quand on parle au public de parc naturel régional, souvent on me dit « Ah, c'est le parc de Salèche ». Non, c'est pas le parc de Salèche. On me dit « Ah, c'est l'ONF, l'Office national des forêts ». Non, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'ONF, ça n'a encore rien à voir. L'ONF est chargé de gérer nos forêts domaniales, communales, privées, etc., mais n'est pas... voilà, ok, ça va. Impeccable. Donc je disais, l'ONF est chargé de gérer nos forêts, un peu sur le plan, et en grande partie sur le plan écologique, mais surtout sur le plan économique. Donc ils sont les gestionnaires de nos forêts. On confond également le parc régional de Corse avec la Goupoulade, le parc des Tortues, enfin il y a un méli-mélo. Donc rapidement, je vais vous présenter ce qu'est le parc naturel régional. Les parcs régionaux en général, ça va être vite, rapide, on a 54 parcs régionaux en France actuellement. Plus loin. Ce sont donc des espaces qui sont issus de la volonté de la région, des communes qui adhèrent, des départements quand il y en a encore, chez nous c'est fini, mais il y a des régions il y en a encore, et des communes, enfin, donc j'ai dit les communes, les départements et la région. Ce sont des établissements qui font un petit peu l'objet d'une concertation. Ça n'est pas comme les parcs naturels nationaux, qu'on appelle des parcs nationaux tout simplement, qui étaient, sans vouloir être péjoratifs, mais qui étaient un peu parachutés par l'État il y a quelques années. On disait voilà, tel espace, ça va devenir un parc national. Les gens du coin n'ont rien à y dire, et souvent d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'habitants. La politique des parcs naturels régionaux, ça a été de dire non, ça doit venir de là-bas, ça va venir des communes. Bien sûr, les représentants des communes, c'est les conseils municipaux, le maire, etc. Et c'est eux qui vont vouloir, qui vont faire la démarche d'essayer de faire des actions en matière de protection de l'environnement, mais aussi en matière de développement rural. Il ne faut pas oublier que les parcs régionaux en France, et ça je vous l'annonce peut-être, ont été les premiers organismes à faire ce qu'on appelle, à parler de développement durable, même si ce n'était pas le mot qu'on utilisait autrefois, mais on utilisait le slogan ou le leitmotiv des parcs régionaux, c'était protéger et développer. Et quand on disait ça il y a encore 20 ou 30 ans, et même à certaines personnes aujourd'hui, ils nous disent mais vous êtes un peu cinglés, on ne peut pas en même temps protéger et développer une économie. Ben oui, on essaye, et ça s'appelle le développement durable ou soutenable, etc. Donc, les dates des parcs régionaux, le général de Gaulle, qui était président de la République en 1967, a signé le décret instituant les parcs régionaux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu un problème. Les parcs nationaux étaient un peu l'émanation de politiques anglo-saxonnes américaines de la protection de l'environnement. C'est-à-dire, voilà, tac, telle zone, on met ça sous cloche, on ne fait plus rien. Et ça a posé des problèmes en France, dans la Vanoise particulièrement, où les gens se sont un petit peu révoltés. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, en France, un directeur de parc national avait presque plus de prérogatives et de pouvoir qu'un maire d'une commune. Donc ça posait des problèmes. On a donc institué des parcs régionaux qui, que je vous disais, c'était plutôt la volonté de la population et de la base. Le premier parc régional donc, est créé près de Lille, dans le Nord. Et en 1971, création de la fédération qui regroupait tous les parcs régionaux, une sorte de grosses associations qui ne donnent pas beaucoup d'argent aux parcs, bien sûr, mais qui a l'avantage de les fédérer et de les représenter au niveau du gouvernement. Donc en 2019, on l'a vu, 54 parcs en France, qui représentent 4400 communes, pardon, 93 000 km² au total, 4,1 millions d'habitants et 15% du territoire national. J'essaie d'aller vite pour en venir aux choses importantes. Alors, le parc de Corse, ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce périmètre que vous voyez coloré. Pourquoi des couleurs différentes? Parce qu'il y a des zones différentes, mais surtout, il y a des... Avec le pointeur, c'est mieux. Il y a l'ancienne zone... voilà, bon, versant. Ça, c'est l'ancienne zone du parc jusqu'à
très récemment. Et voici les nouvelles communes qui viennent d'adhérer, tout simplement. Calenzane, pour parler de notre micro-région, Calenzane est pris en totalité, alors qu'autrefois c'était juste une partie. Et puis bien sûr d'autres communes, dans la Castaniche, etc. Ici, plus près de nous, la commune de Piana qui a réadhéré au parc, qui n'en faisait plus partie, et Partinello également. Et puis bien sûr, voilà, d'autres zones. Intéressant aussi à noter que sur la côte orientale, nous avons maintenant une frange littorale qui est un peu plus importante. Ici, bien sûr, tout le monde connaît la réserve naturelle de Scande, là, qui forme cette zone-là, 1000 hectares de mer, 1000 de terre. Attention, ne confondez pas le parc régional et la réserve. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la réserve est gérée par le parc régional. C'est l'entité qui gère la réserve, qui met son personnel à disposition. C'est lui qui organise un petit peu la gestion de la réserve. Mais la réserve, c'est une zone, le parc régional en est une autre, ne confondons pas. Le logo du parc, ici, parce que c'est le siège social à Corté, depuis peu d'ailleurs, c'est très bien. La maison de Nocario, qui est une maison qui a surtout des services un petit peu administratifs, mais qui participe au développement économique de la micro-région de Castaniche. Ici, c'est la Casa di Umel, la maison du miel, qui se trouve à Mourze. Ces deux maisons dont on va un peu plus parler, oui, on a un petit musée archéologique du côté de Calaguccia, et ici deux maisons dont on va beaucoup plus parler, Casa Dianadur et Casa Marina, qui sont deux structures liées directement à ce que je fais, c'est-à-dire à l'éducation à l'environnement. Le parc, il faut savoir que on a 54 parcs régionaux en France, mais très peu font eux-mêmes directement des actions d'éducation à l'environnement. La plupart des parcs, et c'est pas, si on va comparer, mais c'est pas pour être méchant, mais la plupart des parcs font, en termes d'éducation à l'environnement, uniquement du tirage de publications, des affiches, des dépliants. Certains vont un peu plus loin en ayant un travail un petit peu plus approfondi auprès des scolaires, font beaucoup de communication au niveau, bien sûr, du grand public, mais peu, voire même, on est les seuls à avoir un service d'éducation à l'environnement qui comprend environ 12 à 15 personnes, qui a des animateurs qui tournent dans toutes les écoles, au moins de son secteur. Je précise que jusqu'à avant la création de l'Office de l'environnement, les animateurs d'éducation à l'environnement du parc tournaient dans toutes les écoles de Corse, autant que faire se peut, bien sûr, parce qu'après il y a des problèmes aussi de distance, de personnel. Mais depuis la création de l'Office de l'environnement, on nous a demandé, et ce qui est bien normal, de nous cantonner à notre territoire. Ce qui explique, peut-être certains s'en souviennent, les plus jeunes en tout cas, que je passais en tant qu'animateur du secteur pour la Balagne, pour représenter le parc, je passais dans toutes les écoles de Balagne, du Cap, du Nébu, du Haut-Nébu, du Falazon et du Youssan. Et c'est pas un petit territoire. Mais depuis qu'on nous a demandé de nous recentrer sur notre territoire, il n'y a plus d'animateurs du parc naturel régional de la Corse au niveau de la Balagne, et tout simplement, malheureusement, il n'y a plus d'animateurs nature du tout, si ce n'est l'association Isboulé Camar, que peut-être vous connaissez, qui donc est issue de gens, principalement de Calenzane, qui font, avec Frédéric Giuntini, un travail magnifique, mais malheureusement, il manque de moyens pour faire ce qu'il faudrait faire au niveau des écoles et être plus présent au niveau des écoles pour aider les enseignants à avoir des projets liés à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Voilà, on a une représentante du milieu scolaire local qui pourra en parler aussi. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Quand j'étais présent en Balagne, j'essayais au maximum d'aider les enseignants par des projections, par des sorties, par des actions qu'on menait ensemble. Maintenant, évidemment, le parc est représenté par la Casa Marina, mais malheureusement, il n'y a plus d'animateurs, qu'on dit, de secteur qui viennent sur les écoles de Balagne. Alors, Calvi, bien sûr, est hors, enfin pas bien sûr, mais Calvi ne fait pas partie, m'en fera peut-être un jour partie, mais ne fait pas partie du périmètre du parc. La région la plus proche qu'on trouve, bien sûr, c'est Calenzane, je l'ai dit, la commune qui fait partie du parc. Ici, bien sûr, la région du Youssan, et dont on a parlé, et puis, évidemment, le Falazon, avec cette zone-là, j'en ai pas parlé, qui est ce qu'on appelle une réserve de biosphère. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve de biosphère? D'abord, le mot réserve est très très mal choisi,
Malheureusement, c'est une traduction encore une fois de l'anglais, mais on subit ça, mais le mot réserve est mal choisi, parce que ce n'est pas du tout une réserve au sens protection. La réglementation sur la réserve de biosphère du FANG est véritablement très 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 souple. On continue à chasser, à pêcher en rivière, etc., à ramasser des champignons, ce qu'on veut, à partir du moment où les plantes ou autres, si on veut ramasser des fleurs, ne sont pas protégées, il n'y a aucun problème, aucune modification. Par contre, c'est une zone, on dira, expérimentale, c'est une zone d'étude pour des scientifiques, et surtout c'est une zone de reconnaissance par une labellisation au niveau de l'UNESCO. C'est-à-dire que nous sommes la seule en Balagne, ici, ou plutôt dans le Falazorne, la seule région de Corse, à être représentée au niveau de l'UNESCO comme étant un territoire un peu d'exception. Mais ça n'a pas de conséquences négatives sur la vie des gens, bien au contraire, ça ne pourrait avoir que des conséquences positives. Dans peu de temps, peut-être il y a une extension de cette réserve de biosphère vers le sud, vers la région du T2C, etc., mais de Porto et Partigné, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans peu de temps, peut-être, si tout va bien, il y aura aussi un label réserve. C'est-à-dire que les gens, sur leurs produits, leur miel, leur charcuterie, leur fromage, leur vin, etc., ou même activités économiques liées au tourisme ou autres, pourront très bien poser sur leur étiquette un label Man and Biosphère. Man and Biosphère, ça veut dire l'homme et la nature, et la biosphère c'est tout ce qui est vivant, c'est toute la zone où il y a du vivant. Donc voilà un petit peu ce qu'est une réserve de biosphère, et pour résumer un peu pour ceux qui en veulent des précisions supplémentaires, c'est que la notion que je disais tout à l'heure des parcs régionaux qui tend à dire qu'il faut essayer de tendre vers un développement respectueux de l'environnement et de la nature, mais qui va aussi vers l'homme et qui n'oublie pas l'homme dans sa vie et dans ses occupations, tout en considérant que ce que l'homme met en place ne doit pas avoir des conséquences graves sur l'environnement. Ça, c'est une conception nationale, on dira, des parcs régionaux. Par contre, les réserves de biosphère, qu'on appelle les réserves MAB, c'est la conception mondiale, tout simplement, un petit peu, voilà, en gros, pour simplifier, c'est ça. C'est que ce que nous, en France, nous avons mis en place sous l'égide des parcs régionaux, bien, au niveau mondial, on a inventé ça avec le terme réserve de biosphère. Parce qu'il faut se mettre à la place, au niveau de certains autres pays, qui, encore une fois, ne conçoivent de la protection environnement qu'une protection pure et dure. Or, les réserves Man and Biosphère, justement, veulent associer l'homme et la nature. On continue. Alors, quelques images rapidement de ce que représente le parc régional et ses actions. L'homme est quand même en première ligne, au premier plan. Ça, c'est un moulin qui a été restauré il y a quelques années dans la région de Boukonian, qui sert un peu de musée, bien sûr, mais qui tourne encore, qui fabrique encore. Moulin à châtaigne, pardon. Protection également, alors patrimoine culturel, on vient de le voir. Patrimoine naturel, bien sûr, avec le cercle de Corse. Alors, ceux-ci, on dirait des animaux d'élevage, mais c'est tout simplement qu'ils ont été repérés, identifiés, parce que tant qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature, il faut pouvoir les identifier. On reviendra, si vous voulez, sur le cercle tout à l'heure, rapidement. Activité humaine encore, bien sûr, économique. Une autre activité économique de montagne, le pastoralisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout au début, ça n'existe plus maintenant, mais tout au début de la création du parc, nous étions conscients, enfin j'y étais pas, mais le parc était conscient du fait que si on veut sauver la montagne, c'est aussi qu'il faudrait aussi tendre vers une présence de l'homme dans la montagne, pas forcément excessive, mais le fait que les éleveurs, les bergers autrefois utilisaient cette montagne pour des lieux d'estive, si les bergers ne le font plus, ça pourrait entraîner des conséquences graves. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un oiseau qu'on appelle le gypaète barbu, qui est le plus grand oiseau d'Europe, qui mesure 2,80 m d'envergure, qui existe chez nous, malheureusement en effectif un peu faible pour l'instant, et surtout il a du mal en reproduction. Mais cet oiseau est absolument admirable, c'est un charognard, qui débarrasse la montagne des os des animaux morts, il ne se nourrit que d'os. Je dis d'os pour qu'on confonde, on devrait dire il ne se nourrit que d'eau, OS. Et pour les ingurgiter, s'ils sont trop gros, il les emmène dans le ciel, il les lâche sur un rocher bien lisse, bien voyant, parce que s'il les lâche dans le maquis ou dans la forêt, jamais il pourra pénétrer avec ses ailes de 2,80 m dans le maquis ou la forêt, puis de toute façon ils ne se casseront pas.
Donc il faut qu'il choisisse un endroit bien lisse et bien visible. Il va récupérer, si l'os s'est cassé, des morceaux pour les manger ou les donner à ses petits. Bien sûr, pas comme un chien, il n'a pas de dents, donc il ne peut pas croquer, donc il est obligé de gober tout ça. Et son estomac, son génie arrive à digérer ses os, et c'est ça qui le nourrit. C'est pas, il y a la moelle, bien sûr, mais la matière osseuse le nourrit aussi. Cet oiseau, le gypaète barbu, qu'on appelle chez nous altor, et que dans certains endroits des Pyrénées, par exemple, on appelle le casseur d'os, cet oiseau, s'il n'y a pas d'éleveur dans la montagne, il est foutu. S'il n'y a pas, on est obligé actuellement, faute justement d'éleveurs qui continuent la transhumance, on est obligé actuellement de lui apporter un apport en nourriture sur le dos des agents du terrain, du parc, qui font ce boulot qui n'est pas très agréable, à transporter des carcasses d'animaux qui puent un peu, et qu'on va chercher chez les bouchers ou autres. Et donc on est obligé de lui apporter un apport en nourriture, tout simplement parce que l'éleveur n'y est plus, les éleveurs n'y sont plus. Il y a quelques mouflons, bien sûr, en nombre beaucoup trop faible, il y a quelques sangliers, quelques renards, mais ça ne suffit pas. Parfois quelques randonneurs, mais ça ne suffit pas non plus pour le nourrir. Donc on est obligé de compléter. Et ça, c'est un peu artificiel et c'est dommage. Bien sûr, on ne va pas obliger les éleveurs à rester en montagne. Ils ont maintenant un autre mode de vie. Pourquoi les éleveurs montaient? Parce que tout simplement, ils allaient chercher l'herbe. Aujourd'hui, quand il n'y a plus d'herbe l'été, qu'est-ce qu'on fait? On achète du maïs, on achète du foin. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et on comprend, les éleveurs, on ne peut pas continuer à avoir ce genre de vie quand on a une famille, quand on a des enfants, etc. Donc, c'est un problème. Et quand on dit que la présence de l'homme porte préjudice au milieu naturel, là on est complètement dans le contraire. C'est l'absence de l'homme qui lui pose problème. D'accord? Donc ce raccourci est un peu facile. Il faut bien voir les choses parfois de manière différente. Bon, milieu naturel également, milieu hydraulique, aquatique qui doit être sauvegardé. Et développement des activités, ça fait partie aussi des objectifs du parc, développement des activités de tourisme dans des zones qui pendant longtemps ont été très défavorisées, c'est-à-dire les zones de montagne. Et effectivement, tout ça, il faut le faire avec beaucoup de précautions. On voit là où pose problème, par exemple, le sentier de grande randonnée numéro 20, le GR20, et il est beaucoup trop maintenant prisé, beaucoup trop fréquenté, donc il faut limiter, il faut surveiller, il faut bien sûr canaliser tout ça. C'est très difficile. Donc, le parc, pendant longtemps, a eu un rôle aussi à jouer dans le domaine de l'architecture. Maintenant, il y a d'autres organismes qui s'en occupent. Mais le parc a été un des premiers à s'intéresser à l'avenir de l'architecture de nos montagnes, de nos villages, en créant à l'époque un poste de conseiller architectural qui n'existe plus maintenant, puisque tout évolue et ce n'est plus le parc qui a ce genre de prérogatives et de missions. Protection, bien sûr, de la faune et du milieu, de la biodiversité dans son ensemble. Éducation à l'environnement, avec ma collègue Véronique Santucci qui est en train de travailler avec des enfants sur, bien sûr, la thématique du milieu naturel. Là, on est dans un collège, peut-être Calvi ou ailleurs, sur le Grand Dauphin, on y reviendra. Le parc est également en charge de la gestion de la réserve naturelle de Scande, là, donc voilà une image. Rapidement, donc en 72, il a été créé. En 2019, nouvelle charte. Alors les chartes, ça veut dire, c'est un peu comme si vous preniez mais sauf que les chartes sont renouvelables, c'est un peu comme si vous preniez une association, dans une association, des statuts et un règlement intérieur. Eh bien, nous, on est obligés chaque année, pas chaque année, tous les 10, 12 ou 15 ans, là maintenant c'est 15 ans, de renouveler cette charte et de la remettre un peu au goût du jour, parce que c'est dépassé, etc. Donc cette charte rassemble de manière, en principe, je dirais, volontaire, tous les adhérents, c'est-à-dire je crois qu'on l'a, en 72, 40 communes, mais aujourd'hui 178 communes. Hein. Donc les 178 communes qui adhèrent doivent s'engagent à respecter cette charte, et bien sûr, tous participent financièrement un peu à la vie du parc. Alors pour vous donner une indication de son financement, le parc c'est à peu près 80-85%, c'est la CDC, la collectivité de Corse, qui apporte statutairement, hein, obligatoirement, son fonctionnement au parc. Autrefois, il y avait une part des départements qui n'existe plus, bien sûr, et une part infime pour les communes, 3,5 ou 4%, et le reste, c'est de l'autofinancement. C'est-à-dire que quand on vend des publications, par exemple, ou bien les refuges de montagne qui s'autofinancent, ou bien les structures comme la Casa Marina qui s'autofinancent, pour partie, bien sûr, également. 4430 km² de superficie, c'est-à-dire 51% du territoire de la Corse,
et 61 000 habitants. C'est relativement faible, tout simplement parce que vous voyez, ce sont des zones principalement de montagne, avec quand même une grande partie de haute montagne aussi. 132 agents, ça peut varier, mais ça s'explique. Alors ce chiffre peut être un peu énorme, il y a quand même une partie d'agents administratifs aussi, il y en a certains sur le terrain, mais ils ne sont pas tous sur le terrain, hein, les 132, il y a aussi de l'administratif, et bien sûr c'est indispensable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un chiffre relativement élevé d'agents, tout simplement parce que le parc c'est une multitude de micro-vallées, et que les déplacements sont très difficiles, et qu'on est obligé de couvrir chaque secteur par des agents avec chacun des missions. Les trois axes, la montagne à montagne, bien sûr dans la montagne, mais on reprend un peu, alors le gypaète barbu, vous l'avez ici, cet oiseau-là. Ça, ce sont les pots de cygne, et tout à l'heure, Jean-François a évoqué le fait que les taphornis, c'est un mot qui symbolise ces creusements dans les rochers. C'est un mot, le taphornis, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui par tous les géologues du monde. Vous parlez avec un japonais, à si tant est qu'il soit géologue, bien sûr, vous lui dites taphornis, il sait ce que ça veut dire. Pot de cygne, c'est pareil. Ce sont donc deux mots de géologie, de géographie, oui, qui sont utilisés par les scientifiques du monde entier et qui viennent de chez nous. Hein. Donc les pots de cygne est du lac de Nîmes, voilà. Et bien sûr, bon, ben, les activités humaines dont on parlait tout à l'heure, la montagne. Les trois axes, dans le deuxième axe, c'est les villages et le rural. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin avec toutes les économies qu'on peut trouver autour, bien sûr. Encore une fois, je précise que ça n'est pas encore en place. On est très très en retard, c'est bien dommage. Je ne peux pas vous donner l'explication, c'est certainement trop compliqué, mais pour l'instant, on est en retard par rapport à beaucoup de parcs régionaux en France qui ont déjà mis en place depuis, pour certains, très longtemps, ce qu'on appelle la marque parc. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, comme pour les réserves MAD and Biosphère, sur des pots de miel, du fromage, de la charcuterie, du vin, des tas de choses, y compris des activités touristiques ou pas, il y a le label sur la présentation de l'entreprise, label parc régional, je dirais entreprise agréée ou reconnue comme, enfin, etc. C'est un label qui peut être utile ou pas, mais je suis sûr que quand des touristes, par exemple, qui ne connaissent pas très bien la région, ont deux pots de miel en face d'eux, il y en a un et le label parc et l'autre non, ben ça va quand même compter. Donc ça peut être important. Ça ne marche plus. Bon, alors je m'assois. Ça me bien. Voilà. Donc, participation aux foires rurales, c'est ce qu'on voit sur le côté. Peut-être un problème de pile, alors je vais rester là. Alors, dans les trois axes de la charte, on retrouve, pour finir, le troisième axe, c'est la plaine, ou plutôt le bord de mer, le littoral, que chez nous on appelle Apiadia, et Omar, et bien sûr la mer. On a évoqué largement tout à l'heure avec Jean-François Cubels, donc les richesses du milieu sous-marin. Et je précise, il ne faut pas aller que dans la réserve naturelle, où d'ailleurs la plongée est interdite, hein, pour le commun des mortels, on dira, sauf les scientifiques. Il ne faut pas aller que dans la réserve naturelle pour trouver des belles images comme ça. C'est vrai que tout autour, et on a un phénomène que Jean-François a évoqué tout à l'heure, c'est l'effet réserve qui veut que, à partir du moment où dans la réserve de Scandola, ou dans la réserve de cantonnement de la Révélate, la pêche est interdite ou très réglementée, il y a un effet réserve, c'est-à-dire les essaims, ça essaime tout ce qui est alvinage, tout ce qui est petits poissons, petits crustacés à l'état de plancton, va nager jusqu'à Spahn ou jusqu'à nos eaux à nous, et on va les retrouver chez nous. Donc ça n'a pas un effet uniquement que sur la zone de la réserve. L'activité de pêche, bien sûr, le balbuzard pêcheur dont on a parlé tout à l'heure, on pourra y revenir. Alors, dans la montagne, les trois objectifs, c'est préserver la biodiversité, bien sûr. On a le gypaète à gauche, là c'est un immature, parce que quand il est adulte, il est beaucoup plus blanc dessous. Au milieu, c'est le venturon corse, et à droite, la citelle de Corse, qui sont deux oiseaux endémiques à la Corse. Endémique signifie qu'il n'existe que ici, je pense que tout le monde le sait. Le mouflon, qui lui n'est pas, qui s'appelle mouflon de Corse, bien sûr. Il existe ailleurs parce qu'il a été introduit dans certaines régions de France, en tout cas, et peut-être du monde, pour des raisons cynégétiques de chasse. Mais jusqu'à présent, le mouflon de Corse était, en Corse, espèce chassable, avec un nombre zéro de chasse, de capture. C'est-à-dire qu'il est potentiellement chassable, mais
on n'en chasse pas. Mais depuis 2018, je crois, le mouflon de Corse est enfin une espèce protégée. Donc il n'y a plus aucun problème de jamais il redeviendra espèce chassable. Ce qui a entraîné l'affaire récente, je pense que c'est la pile. Ah bon, c'est bon. Ce qui a entraîné donc pour le mouflon, le phénomène récent dont on a entendu parler, un gars, je crois, de Bretagne, avait un cheptel de 21 mouflons de Corse, qui était là pour être chassé dans son espèce d'enclos, dans son grand parc, et puis tout simplement, sachant qu'il ne pourra plus les chasser, parce que maintenant c'est interdit, ben, il les a vendus en Belgique. Ça fait tout un foin dans les journaux, mais c'est quelque chose de bon, c'est regrettable bien sûr, mais ils n'ont pas été pris en Corse, je vous rassure, ils n'ont pas été, ou alors, enfin c'est leurs ancêtres qui ont été prélevés en Corse. Ceux-là ne viennent pas de Corse, ils viennent d'un élevage, etc. Voilà. Donc rassurons-nous, même si c'est dommage pour les 21 qui seront peut-être effectivement chassés en Belgique, parce qu'on n'est pas sur la même réglementation. Alors ensuite, valoriser les activités traditionnelles et préserver les diversités des paysages, bien sûr, bon, on va pas faire un dessin là-dessus. Je précise que ces chevaux ne sont pas des chevaux sauvages, qu'on trouve souvent sur le lac de Nîmes, ce sont des chevaux complètement domestiques, mais que des éleveurs envoient à cet endroit-là, pendant l'été. Et bien sûr, assurer la maîtrise des développements durables des activités de nature. Alors, le développement d'abord, mais aussi il faut les maîtriser. Il ne faut pas que ce soit fait n'importe quoi. Je vous donne l'exemple du gypaète. On ne peut pas imaginer d'aller mettre un mur d'escalade ou une via ferrate près d'un nid de gypaète. Donc, tout ce qui est par exemple dépose en hélicoptère de randonneurs, de skieurs, c'est niet. Il faut oublier tout ça. Voilà. En tout cas, tant que le parc a les possibilités de réglementer. Bien sûr, les sentiers de randonnée, etc. J'accélère un petit peu. Donc, dans la campagne, les objectifs, bâtir une économie durable en valorisant les ressources locales, pas la peine de faire un dessin, y compris les ressources, c'est aussi des activités liées. Je vous rappelle quand même que le terme de tourisme vert vient justement de cette époque, du début des parcs régionaux. On ne parlait pas de tourisme vert avant. On nous disait, mais c'est n'importe quoi, les gens ils vont aller au bord de la mer et c'est tout. Bon, aujourd'hui, bien sûr, avec les moyens de locomotion beaucoup plus aisés, on va beaucoup plus rechercher l'intérieur, mais aussi pour d'autres raisons. Et bien sûr, construire un projet social durable. Donc là, on voit cette image-là a été prise à la Casa Marina, ici, et cette image-là à la tour de Galère et auprès de la tour de Galère. Donc, et valoriser le patrimoine naturel bâti, si tant est que le parc en ait encore vraiment les prérogatives. Les trois axes de l'achat, donc les objectifs côté milieu marin, voilà. Toutes ces photos, comme le disait Jean-François, il a évoqué, sont de mon collègue Nicolas Robert, qui est le photographe officiel du parc régional. Garantir un développement durable des activités humaines, et c'est pas toujours facile, mais il faut essayer de trouver. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur ce qu'a évoqué Jean-François tout à l'heure par rapport à la surfréquentation de la réserve naturelle. C'est certain qu'il y a un problème. Ce que moi je voudrais dire, c'est attention, ne jetons pas la responsabilité uniquement à un partenaire, c'est-à-dire un utilisateur, etc., c'est-à-dire les promenades en mer. Je trouve que quand même, les promenades en mer ont ce bon côté, je ne veux pas les défendre à 100%, quand ils se comportent mal, il faut le dire, mais les professionnels de promenade en mer ont ce bon côté de transporter du monde que l'on peut canaliser, que l'on peut toucher. Reste à nous à avoir la volonté de former les propriétaires, les gérants, les capitaines, le personnel à bord de ces bateaux, pour qu'il y ait un discours correct qui soit fait, et pour qu'il y ait un comportement évidemment correct de ces personnes qui utilisent cet espace. Mais dire, on va supprimer ou on va les empêcher de rentrer, ça serait une aberration. Moi, qui gère une structure avec parfois 35 gamins qui viennent, je n'ai que cette possibilité-là pour leur faire visiter la réserve, quand ils ont les sous, bien sûr, pour le faire. Je ne peux pas louer un yacht, celui de M. Bouygues ou de je ne sais pas trop qui, pour les transporter, c'est pas possible. Donc je ne vois pas l'intérêt de ne réserver cette zone, bien sûr, en prenant toutes les précautions qu'il faut, de réserver cette zone uniquement à des gens qui ont des yachts ou des bateaux, les plus petits qui soient, mais qui ont la possibilité d'aller la visiter. On sait très bien que la seule possibilité pour le commun des mortels d'aller visiter cette réserve, c'est d'utiliser ces bateaux-là. Et ces bateaux-là sont des gens, encore une fois, qui sont capables de mettre un message, de faire passer un message.
Celui qui est sur son yacht, jamais il n'entendra parler de la réserve de Scandre, il va peut-être même y pénétrer, si ce n'est avec sa carte marine, évidemment, et les informations qu'il peut recueillir par ailleurs, il va y pénétrer et y faire à peu près n'importe quoi s'il n'y a pas une surveillance de fait. Alors que les bateliers, eux, connaissent très bien la réglementation et savent qu'ils risquent beaucoup plus gros qu'un yachtman, qui a d'ailleurs souvent l'argent pour payer des amendes, et qu'eux, ils risquent leur emploi, leur boulot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser ses partenaires, et essayer d'organiser un petit peu mieux les visites, etc., avec des horaires interdits, avec des zones évidemment proscrites, mais il ne faut pas leur jeter dessus toute la faute du monde. N'oublions pas non plus, et là je ne suis pas scientifique, peut-être Jean-François, Pierre seront là pour y répondre, je ne suis pas absolument convaincu, et les scientifiques avec qui j'ai discuté ne sont pas absolument convaincus, que s'il y a des problèmes de reproduction sur le Balbuzard, ça vient directement de cette surfréquentation. Même s'il y a surfréquentation, il reste à prouver qu'il n'y a pas actuellement un effet de réchauffement climatique, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, qui fait que ce qu'on appelle la thermocline, c'est-à-dire la température, la zone où la température change brusquement, il y a quelques années était à peu près à 20 mètres, c'est ça, l'été, on passait de... Voilà, c'est un peu progressivement, mais après c'était très brutal, jusqu'à 12 degrés, et aujourd'hui la thermocline elle descend souvent à 40. Les poissons y suivent. Le Balbuzard, lui, ne suit pas. Il ne va pas descendre de façon à 20 mètres, il pêche à 50 cm de profondeur, mais s'il y a moins de poissons en surface, ce n'est pas uniquement exclusivement dû au moteur, au bruit, etc. Ça peut certainement contribuer, et là, nous, on peut jouer. On peut moins jouer peut-être directement sur le réchauffement climatique, encore que, on a aussi notre rôle à jouer, mais je pense qu'il faut vraiment fouiller, voilà, avant d'annoncer que ça vient de telle ou telle personne. Et le fait d'accuser ou de, encore une fois, jeter l'opprobre sur telle ou telle catégorie socio-professionnelle, ça pourrait aussi avoir des conséquences graves si on tombe sur des fous. Donc il faut engager la concertation, il faut au maximum discuter. Bien sûr, il faut punir ceux qui dépassent les limites. Voilà. Mais c'est mon opinion personnelle. Donc, des actions en direction de la montagne, voilà. Ici, on est sur le travail avec les gypaètes, bien sûr. J'explique rapidement ça. C'est tout simplement une installation qui consiste à avoir un oiseau qui a été élevé en captivité, issu d'un œuf, qui a été prélevé dans des endroits comme en Pyrénées, où il y a beaucoup de gypaètes. Je ne dis pas qu'il pullule, mais il y en a quand même en grande proportion. Il a été élevé, bon, tout ça suivi par des ornithologues, il a été élevé puis posé dans une aire où il y a au fond un nid, un abri. On lui a mis une belle terrasse en bois, et ce tuyau en plastique, c'est pour que les agents qui montent le nourrir n'aient pas de contact avec lui. On balance la nourriture par le haut du tuyau, et le gypaète ne voit pas l'homme, donc il faut qu'il reste bien sûr éloigné de l'homme. Ça, c'est une expérimentation qui s'est faite je crois 3 fois, sur 3 gypaètes qui ont été aujourd'hui relâchés, qui sont partis en migration. Et vous pouvez aller sur un site gypaète en Corse, enfin je ne sais pas, on trouve assez facilement, et vous pouvez suivre par balise Argos, ou GPS, je ne sais pas quoi, je crois que c'est balise, vous pouvez suivre ces oiseaux. Hein, ils ont tous les 3 un nom. Voilà. Donc, renforcement des populations de gypaètes barbus, et bien sûr, problématique avec le mouflon. Le mouflon de Corse, je précise, c'est quand même intéressant de le dire. C'est un animal qui est issu des mouflons du Moyen-Orient, qui ont été domestiqués au Moyen-Orient, donc dans une grande partie de l'Europe, qui ensuite ont été introduits en Corse au temps de la préhistoire, hein, c'est pas d'hier, et qui, après avoir été introduits, ils étaient déjà devenus un petit peu des moutons, c'était déjà des mouflons d'élevage, puisque le mouton est un mouflon domestiqué, c'est la même famille. Ces moutons, pardon, qui étaient déjà des animaux d'élevage, se sont échappés et sont retournés à l'état sauvage. C'est un peu comme, pour résumer, si demain vous avez votre petit caniche, vous le perdez en montagne, vous revenez plusieurs milliers d'années après, peut-être vous ou quelqu'un d'autre, et vous retrouvez un loup. Bon, c'est loup quand même, mais là, c'est ce qui s'est passé. Hein. Les mouflons partis dans la montagne ou dans la nature sont retournés, plutôt des moutons, sont retournés à l'état sauvage de cette manière-là. Le problème qui se pose avec le mouflon, c'est qu'il y a 2 zones où on le trouve, c'est le massif d'Ascaux de Cinto et le massif de Bavel. Malheureusement, c'est beaucoup trop éloigné pour que les 2 populations se rencontrent. On commence déjà à avoir des différences entre les 2 populations, ce qui n'est pas grave, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'échange.
et qu'ils ne puissent pas se reproduire entre eux. Donc on est en train d'essayer de créer un îlot intermédiaire pour voir si ces animaux pourraient peut-être avoir des contacts. Mais c'est pas facile. Il faut savoir que quand même le mouflon c'est un animal assez fragile, même si c'est proche du mouton. Il faut faire attention dans tout ce qui est capture, etc. Bien sûr, on voit le travail des agents du terrain sur le balisage, les sentiers de randonnée, l'entretien de ces sentiers, etc. Et à chaque fois qu'on le peut, bien, on essaye soit sur une thématique précise, d'intervenir et de présenter le travail du parc. Bien sûr, surveillance et sensibilisation des visiteurs, y compris et surtout sur une zone qui est très très protégée que nous gérons, qui est la réserve de Scande, là, bien sûr. Et bien sûr des missions de scientifiques. Ici, bon, le rhodium de Corse dont Jean-François vous a parlé tout à l'heure, qui est une espèce endémique menacée par les griffes de sorcières, qu'on trouve sur la réserve de Scandola également, mais pas que, hein, sur la Révélata par exemple aussi. Ici, c'est des scientifiques qui sont en train de faire ce qu'on appelle un transect sous-marin, c'est-à-dire il y a tout un fil, et ça c'est en partie terrestre, on peut dérouler un fil ou un décamètre, et le long de ces fils, on compte ce qu'on va trouver comme espèce animale ou végétale, et puis également, ils font ce qu'on appelle un cadras, c'est-à-dire avec un carré de 1 mètre par 1 mètre, ils comptent tout ce qu'ils vont trouver sur cet endroit-là. C'est une sorte de statistique en quelque sorte, scientifique. Mais ça peut-être, Pierre Lejeune vous en parlera mieux. Le mouérou que vous voyez là est plus près du photographe que mon ami Virgile, mais c'est quand même un animal assez gros qui peut atteindre jusqu'à 1,30 m de long. Alors voilà notre mission à nous principalement, on y vient, l'éducation à l'environnement, avec des tas d'actions, y compris sur le plan de la connaissance de la culture régionale et des activités traditionnelles, la fabrication d'anciennes fataudes, c'est-à-dire les formes pour le fromage avec le jonc, la fabrication du broche, ça se fait aussi à Vitsavone à la Casa di Natur, qui est un endroit où on peut même aller pour faire un peu de luge, mais enfin c'est pas la vocation première bien sûr, le travail sur les arbres et la forêt, la connaissance des arbres et de la forêt, et voilà la Casa di Natur que l'on voit là. Donc ça, on est dans la montagne. On a également des actions sur le terrain avec des animateurs qui se déplacent dans les écoles, ou bien sûr les enfants qui sont en séjour dans la structure. On a une structure qui, elle, n'accueille que les gens à la journée, et ça, c'est aussi ouvert au grand public, parce que la Casa di Natur, malheureusement, n'est ouverte que aux groupes, donc scolaires ou autres. Mais par contre, la Casa di Umel à Murzo est ouverte au grand public, avec des expositions permanentes, des co-dégustations possibles, pourquoi pas même parfois des ateliers de cuisine, et vous le voyez, même une maquette en grandeur, pas réelle, mais agrandie, de l'abeille, par exemple. Le village des tortues qui est visitable aussi. Attention, ne confondez pas avec Acupulada qui est une sorte de... On a regroupé, c'était une affaire privée, c'est pas le parc qui gère, mais Acupulada près d'Ajaccio, c'est une structure qui regroupe des tortues du monde entier. Bon, allez, disons le mot, c'est une sorte de zoo, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils font un très bon travail, semble-t-il, mais le village de tortues de Moltifa a vocation de protection de la tortue d'Hermann. Vous savez peut-être qu'il y a 2 sortes de tortues en Corse, une tortue terrestre, strictement terrestre, c'est-à-dire qu'elle vit que sur la terre, qu'on appelle la tortue d'Hermann. C'est une tortue méditerranéenne. Pourquoi d'Hermann? Parce que le scientifique qui l'a pour la première fois décrite, etc., s'appelait Monsieur Hermann. Et on a une autre tortue, ça c'est celle du maquis, et on a une autre tortue qui s'appelle la tortue cistude, que l'on peut voir à l'estuaire du Fang, ou si vous louez les petits kayaks, etc., c'est magnifique. Ou bien au-dessus de Galem, il y a un petit barrage où on peut l'observer très facilement à l'œil nu ou même avec des jumelles. Et la tortue cistude est une tortue aquatique, semi-aquatique, dont d'ailleurs quand elle écarte les doigts, il y a des palmes au milieu. Et bien sûr, comme toutes les tortues, elles sont pulmonées, elles ont des poumons, elles doivent remonter à la surface pour respirer. Bien sûr, nous avons aussi des tortues marines, mais là je parle que de celles qui existent sur Terre, sur l'île. Donc là, le village des tortues de Moltifa est là pour aider les tortues d'Hermann principalement, celles qui se font abîmer par des broussailleuses, des chiens, etc. Quand elles sont sauvables, on essaie de les sauver. Et puis bien sûr, il y a un élevage pour pouvoir en relâcher un petit peu dans la nature suite aux incendies, par exemple. Donc, sur le terrain, en classe, bien sûr, les animateurs de secteur, je vous l'ai dit, vont dans les écoles et organisent des sorties
quand il y a les moyens de se déplacer en autocar, ou alors c'est à pied, tout simplement, parce que souvent près de l'école, il y a ce qu'il faut pour... Et voilà, à l'occasion, bien sûr, d'expositions permanentes ou de fêtes de la nature, de journées de la nature, etc. etc. Bon, la Casa Marina, structure que je gère, donc, où on travaille, donc tout à l'heure, Jean-François vous parlait des Posidonies, ben, nous on explique à chaque enfant qui passe à la Casa Marina, on en reçoit à peu près 800 par an. C'est pas beaucoup, mais il faut dire qu'il reste 5 jours, donc ça joue beaucoup, hein. C'est pas un petit accueil comme ça pendant 2 heures. Donc pendant 5 jours, on travaille sur particulièrement les Posidonies, pour leur faire comprendre et expliquer tout ce qu'a dit Jean-François, je ne vais pas revenir dessus, production d'oxygène, refuge pour les poissons, c'est un lieu de nurserie pour les poissons, etc. Nous travaillons également sur le balbuzard pêcheur, là c'est une maquette en plastique bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'un oiseau empaillé, j'ai horreur de ça, et on travaille sur, là c'était la fête de la nature à la Tour de Galets. On a la possibilité d'observer des tortues cistudes ou bien d'autres oiseaux marins, ou des oiseaux marins, ou bien, pourquoi pas, dans certains endroits même, d'observer de très loin un nid de balbuzard, sans le déranger, bien sûr. Ça, c'est une action pêche à l'épuisette qui permet aux enfants de découvrir le milieu marin et d'en parler un petit peu, et puis, bien sûr, de dessiner tout ça et de décrire. Et ça, c'est notre salle à manger. Elle est visitable, bien sûr, mais malheureusement non utilisable pour les individuels. Vous pouvez venir la visiter s'il n'y a pas d'enfants pendant ce temps-là. Mais donc on a également la possibilité, quand les finances le permettent, les finances de l'école, de leur faire visiter la réserve naturelle de Scande, là, avec bien sûr toujours en respectant au maximum la tranquillité des lieux, et puis d'autres types de sorties sur le terrain. Là, c'est l'étang de Pâle ou dans le sud, près de Solenzar. Ici, c'est le nettoyage d'une plage en comptant les macro-déchets, etc. Et puis ça, je ne sais plus ce que c'était, mais peu importe. Travail sur la mer aussi. Voilà. C'est terminé. Moi, je vous propose, j'avais un petit PowerPoint également sur la Casa Marina, mais je ne vois pas la nécessité, vous avez peut-être faim, de le passer, que je vous propose juste un film de 12 minutes. Ça vous va, 12 minutes sur la Casa Marina? Et je pense que c'est plus parlant un film qu'un PowerPoint.